Bonjour, Général Dominique Trinquant. Bonjour. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, nous sommes au 9e jour de cette guerre en Ukraine. On a entendu hier le président russe Vladimir Poutine dire que sa guerre se déroule comme prévu. Or, nombre d'éléments sur le terrain tentent à prouver le contraire. Quel est l'objectif de ce discours, selon vous? À qui est-il destiné? Je pense que ce discours est là pour arrêter et dissiper les hésitations qu'on sent, mais qu'on sent surtout à propos de Kiev. Parce qu'ailleurs, le président Poutine a raison. Tout se déroule comme il le prévoyait. La mer d'Azov est devenue russe. La mer Noire, la face nord de la mer Noire commence à être russe. La partie du Donbass commence à être contrôlée sérieusement par... donc tout ce qui est à l'est, j'allais dire, du Dniepr, passe plus ou moins sous contrôle russe. La seule question, c'est évidemment Kiev, dont il espérait que ça tomberait comme un fruit mûr rapidement, qu'il changerait de gouvernement rapidement. Là, il a échoué et on voit bien que la population se prépare à défendre Kiev. Kiev, toujours pas tombé. On n'imagine pas que la Russie lui réserve le même sort que Grozny, par exemple. Les plus vieux d'entre nous s'en souviendront peut-être. L'armée russe, dont on connaît la puissance de feu, est-ce qu'elle est gênée? Alors, elle est gênée pour prendre Kiev, bien sûr. Parce que la méthode Grozny, c'est simple, on rase tout et on prend la ville. À Kiev, ça ne peut pas se passer de la même façon. Kiev est symboliquement très importante pour les Russes. Le président Poutine, dans sa propagande, a annoncé qu'il allait libérer les frères ukrainiens d'un génocide face à des fantoches tenus par les États-Unis. Donc il doit avoir beaucoup de précautions pour la prise de Kiev. Or, le combat en zone urbaine est quelque chose d'extrêmement difficile. On voit la population ukrainienne très déterminée. Donc ça nécessite vraiment beaucoup de force et beaucoup de temps. Or, le temps est contre le président Poutine. Plus le temps passe, plus la population russe commence à avoir les mauvaises nouvelles, et plus c'est mauvais. D'ailleurs, on le voit bien dans son discours hier, où il a commencé à parler des pensions des soldats. C'est incroyable, au milieu d'une offensive, de parler de ça. Justement, sur le coût humain de cette guerre, Dominique Trinquant, les civils, d'abord, il n'y a pas moyen à l'heure qu'il est d'avoir des chiffres précis. On parle de centaines de milliers de morts. Et comment aider les civils qui fuient ce conflit? Hier, les deux parties se sont retrouvées pour parler de couloirs humanitaires à organiser. Pratiquement, comment ça peut se faire? Alors, les couloirs humanitaires, c'est la tarte à la crème qu'on sort à chaque fois dans les négociations. Quand on ne sait pas quoi faire, on sort des couloirs humanitaires. On a l'impression de s'occuper de la population. En même temps, c'est une stratégie, puisque un cessez-le-feu à un moment pour faire sortir la population permet de positionner différemment les troupes. Ceci étant, la population est dans une situation extrêmement difficile, parce que pour faire tomber les villes, en fait, avant de donner un assaut, qu'est-ce qu'on fait? On l'encercle, on coupe l'électricité, on coupe l'eau, il n'y a plus de carburant, les gens ne peuvent plus sortir d'argent et donc se trouvent affamés sans aucun moyen. Et donc au bout d'un moment, on le voit dans certaines villes ukrainiennes qui tombent actuellement sous le joug russe, c'est une façon de le faire tomber. Donc les couloirs humanitaires, ça va permettre d'exfiltrer les populations. Au passage, ça concourt à l'objectif de guerre russe, c'est-à-dire que les populations quittent les villes, donc ça permet de prendre les villes, et puis ça étouffe complètement l'Ukraine. Vladimir Poutine a accusé les combattants ukrainiens de se battre comme des lâches en prenant, ce sont ces mots, les civils comme boucliers humains. Les pertes civiles, on vient de les évoquer, les pertes militaires. L'Ukraine dit avoir tué 6 000 soldats russes. Dans la guerre soviétique en Afghanistan, c'était 15 000 soldats russes. Et Moscou ne reconnaît que 500 morts. S'il est vrai qu'on ne peut pas, à l'heure qu'il est, avoir de chiffres précis, qu'est-ce que tout de même ces chiffres de 500 morts, par exemple, de soldats russes, diraient à l'échelle d'un conflit comme celui-ci? Alors écoutez, ça ne fait qu'une semaine que la guerre a commencé en Ukraine. Hein. Donc ce sont de grosses pertes pour l'armée russe. Je pense que plus que les morts, il y a aussi les prisonniers. Et les Ukrainiens utilisent très très bien les vidéos des prisonniers
qui sont complètement décontenancés parce qu'ils pensaient être en manœuvre, ils ne pensaient pas aller faire la guerre, c'est le premier point. Ensuite, ils sont mal ravitaillés, ce sont les Ukrainiens qui leur donnent à boire et à manger, et un téléphone portable pour appeler leur mère et raconter à leur mère en Russie ce qui se passe. Donc là, on est vraiment dans une guerre de communication très bien utilisée par les Ukrainiens. Et puis, vous avez raison, le problème du nombre de morts, évidemment, les chiffres sont faux, probablement des deux côtés. Les Russes diminuent, les Ukrainiens augmentent, de façon à montrer que la guerre, ça reste la guerre et ça tue. La guerre est aussi affaire de narration, qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas. On a le sentiment que la narration de Vladimir Poutine ne passe pas auprès peut-être d'une partie de son opinion publique. Est-ce que, selon vous, c'est une négligence ou au contraire, il s'en moque totalement? Alors, je pense qu'il n'est pas sensible. Je ne pense pas qu'il s'en moque, mais il n'est absolument pas sensible à l'impression que ça fait dans la Russie. Lui, il est sur son objectif, mais il a fait une erreur considérable dans la communication, c'est de croire que, d'abord de réécrire l'histoire de l'Ukraine, et ensuite de croire que finalement tout ceci allait se passer facilement. Il y a une vidéo qui est passée hier, que j'ai vue, qui est très intéressante, où il sort d'un conseil où il était avec le ministre de la Défense et le chef d'état-major, qui lui avait promis une guerre éclair. Et évidemment, ça n'est pas une guerre éclair. Et donc, il est absolument furieux. Et pour se calmer, il marche tout seul dans les rues, avec bien sûr ses gardes du corps autour. Mais donc, il a fait une erreur de perception. L'Ukraine devait être saisie parce que les Ukrainiens ne voulaient pas du gouvernement fantoche Zelensky. Faux. Le président Zelensky est au cœur de la résistance. Les Ukrainiens veulent lutter avec l'Ukraine. Et c'est la mauvaise perception qu'il a en croyant que la Russie et l'Ukraine c'est pareil. Non, l'Ukraine est une nation et elle a envie de rester indépendante. Il a dit hier que la Russie et l'Ukraine étaient un seul et même peuple. Emmanuel Macron, qui vient d'officialiser sa candidature, dit vouloir rester en contact, en tout cas c'était le cas hier, avec le président Poutine. Pour lui dire quoi quand Vladimir Poutine dit qu'il va jusqu'au bout? Alors premier point, toujours garder une ligne de contact. C'est un principe essentiel en diplomatie. Alors il y a les Ukrainiens et les Russes qui négocient dans leur coin, toujours utile. Et puis le président russe est complètement enfermé dans sa logique. Or, il y a un homme qui arrive à lui parler, c'est le président Macron. Au passage hier, c'est le président Poutine qui a pris l'initiative de téléphoner à Macron après qu'on lui ait rendu compte de l'intervention télévisée très très dure du président Macron. Donc c'est important, ce sont deux hommes qui sont sur des planètes un peu différentes, mais le président Macron continue à discuter. Comme disait le prince d'Orange, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Le président Macron persévère et il a raison. Vladimir Poutine, général Trinquant, n'a eu de cesse de réitérer ses conditions. Une Ukraine neutre, qui ne rejoigne jamais l'OTAN, un changement de régime qui lui soit favorable. Face à de telles conditions, quelles avancées sur le plan diplomatique? Alors je pense que l'avancée diplomatique va être en fonction de l'avancée des militaires sur le terrain. C'est-à-dire que la saisie des points sur la mer Noire, la progression dans le Donbass, coupe en fait l'Ukraine de toutes les forces vives, de tout ce qui lui permet de vivre. Au bout du compte... C'est une guerre économique. C'est une guerre économique complètement. Au bout du compte, le président Poutine, je crois, est en train de réaliser qu'il n'y aura pas de changement de gouvernement comme il le souhaitait. Il a fait dire par son porte-parole avant-hier que le président Zelensky était le président légal de l'Ukraine. C'est une révolution quand même. Donc je pense que là, il n'y arrive pas. La question qui reste une interrogation pour moi est que faire à hauteur de Kiev? Est-ce que l'assaut va être donné sur Kiev, ce qui sera catastrophique et pour l'Ukraine et pour la Russie? Ou est-ce que finalement la pression sera suffisante pour amener à des négociations? Général Trinquant, je m'adresse aux militaires que vous êtes. Est-ce qu'il y a des co-belligérants dans cette guerre? La Russie, on connaît. Les bataillons tchétchènes, on connaît. Le Bélarus, on connaît. Mais en face, avec l'Ukraine, aux côtés de l'Ukraine, est-ce qu'il y a des forces exogènes? Alors, il n'y a pas de force exogène, mais il y a un soutien très très fort de l'Union européenne et de l'OTAN, très, très clairement. Alors, un soutien très... Jusqu'à aider l'Ukraine à avoir une partie de son espace aérien?
Non, l'espace aérien est un autre sujet. Le contrôle de l'espace aérien demandé par le président Zelensky, c'est un non-starter, si j'ose dire, en employant le langage otanien. Pourquoi? Parce que seul l'OTAN est capable de contrôler l'espace, il pourrait le faire. Seulement là, c'est l'entrée en guerre de l'OTAN. Et face à la Russie. Et ça, personne ne le veut. Le dernier contrôle d'espace aérien que nous avions fait, c'était en ex-Yougoslavie. Ça demande des moyens considérables. Contrôle aérien, chasseurs en l'air. Ravitailler. Ravitailler, bien sûr. C'est des moyens considérables. Il n'y a que l'OTAN qui est capable de faire ça dans cette région. Et ça, c'est la confrontation directe avec la Russie. Et je pense que personne ne franchira ce pas. L'ONU, enfin, une maison que vous connaissez bien. Ouais. Elle a dit cette semaine dans sa résolution ce qu'elle souhaitait, sauf que... Alors, résolution de l'Assemblée générale, 141 voix, c'est considérable. Ça montre qu'il y a vraiment un mouvement contre l'invasion russe. Intéressant de noter la Chine, parce que la Chine s'abstient. Elle ne va pas jusqu'à soutenir, alors qu'elle avait soutenu un peu au départ l'opération russe, reconnaissant les problèmes russes, mais aujourd'hui, la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a yin et yang. Elle veut avoir des contrats avec la Russie qui va lui fournir du pétrole, du gaz et des minéraux, mais elle a besoin de commercer avec l'ensemble du monde. Donc elle est entre les deux. Et donc Poutine, le gouvernement russe, devient un instrument entre les mains de la Chine. Donc c'est l'inverse. C'est plutôt la Russie qui est obligée de se tourner contre la Chine que la Chine est obligée de se tourner contre la Russie. Merci beaucoup. Général Dominique Trinquant, d'être venu jusqu'à nous. C'était l'invité de Paris Direct, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.